Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de ce jeudi. Les membres de la commission parlementaire en charge du suivi des comptes publics et du contrôle des biens de l'État, PAC, ont exprimé leur inquiétude face à l'abandon des chantiers d'infrastructure à Kigali par des entreprises de construction. Parmi ces projets figure la construction de 215 km de routes abandonnées par l'entreprise ayant remporté l'appel d'offres qui devra être attribué à un autre entrepreneur. La commission parlementaire en charge du suivi des comptes publics et du contrôle des biens de l'État, PAC, a averti les responsables de la ville de Kigali que cette situation contraint le gouvernement à investir inutilement dans ces projets, financés pour la plupart par des emprunts. Ce jeudi, la ville de Kigali a également comparu devant la commission parlementaire PAC pour s'expliquer sur les erreurs relevées par l'auditeur général des finances de l'État pour l'exercice 2024-2025. Le projet de construction de ces 215 km de route traversant différents quartiers de Kigali est divisée en 3 phases. La première phase est réalisée à 27%, tandis que les 2 autres sont achevées à 10% chacune. Ce projet représente un coût total de 404 millions de dollars américains, dont 57% ont été déjà financés. Les vacances scolaires sont souvent synonymes de repos pour les élèves, mais elles représentent également une période où les parents, les écoles et les autorités sont appelés à redoubler d'efforts pour assurer un bon encadrement des jeunes. Plus de précisions avec Jean-Benoît Michel. Entre révision, activités éducatives, développement des talents et responsabilité parentale, plusieurs initiatives sont mises en place pour que ces vacances contribuent pleinement à l'épanouissement des enfants. À l'Eden Family School, les vacances ne signifient pas l'arrêt de tout apprentissage. Selon la directrice de l'établissement, Yamurije Epiphanie, les élèves repartent avec des devoirs adaptés au niveau de la classe qu'ils intégreront à la prochaine rentrée. Pendant les vacances, nous ne laissons pas les enfants rester inactifs. Nous leur donnons toujours des devoirs à faire. Cette fois-ci, ils sont repartis avec des exercices adaptés au niveau de la classe qu'ils intégreront à la prochaine rentrée. Quant aux élèves qui devront suivre des cours de rattrapage, nous leur avons également préparé des travaux spécifiques. Conformément aux orientations du gouvernement, nous rappelons aux élèves que les vacances ne sont pas faites pour passer leur temps devant la télévision. Ils doivent plutôt lire les leçons des classes précédentes, mais aussi commencer à découvrir celles de la classe qu'ils rejoindront, puisque nous leur avons fourni le matériel nécessaire. Nous demandons également aux parents d'être particulièrement vigilants. Une exposition excessive à la télévision ou au téléphone peut nuire au développement intellectuel des enfants. Nous avons sensibilisé les parents à leur rôle dans l'encadrement des élèves et nous leur avons recommandé d'encourager leurs enfants à fréquenter les bibliothèques publiques afin qu'ils consacrent davantage de temps à la lecture qu'aux écrans. Pour Elina Mwanga, fondatrice et directrice de l'école des petits artistes de Kigali, les vacances doivent avant tout être bien organisées par les parents. En tant qu'éducatrice et mère, je pense que le plus important pour les parents est de maintenir une certaine routine pendant les vacances. Veiller aux habitudes alimentaires des enfants, savoir avec qui ils passent leur temps et quelle activité ils pratiquent. Il ne faut pas simplement les laisser devant un écran ou livrés à eux-mêmes. Les parents ont une véritable responsabilité à assumer. Les enfants ont certes besoin de repos, mais les vacances sont aussi faites pour rafraîchir l'esprit et reprendre de l'énergie. Le ministère du genre de la promotion de la famille rappelle également que la première responsabilité dans l'éducation des enfants revient aux parents. Ouimana Consolé est ministre de ce ministère. Nous avons de nombreuses responsabilités, mais celle que nous pourrions regretter d'avoir à négliger est l'éducation de nos enfants. Si un enfant adopte un mauvais comportement, la responsabilité incombe d'abord aux parents.
J'appelle donc tous les parents à revenir pleinement à leur rôle éducatif, à suivre leurs enfants de près et les accompagner. Aux jeunes, je demande de profiter de ces vacances de manière responsable. Les vacances sont un temps de repos, mais tout doit se faire avec modération. Au-delà du rôle des familles, les institutions publiques proposent également des activités destinées à occuper les jeunes pendant cette période. Le commissaire du Conseil national de la jeunesse, Thomas Moesidier, annonce le déploiement du programme initié par le ministère de la Jeunesse. Plusieurs programmes destinés aux jeunes ont été préparés pendant les vacances, notamment le programme mis en place par le ministère de la Jeunesse. Ces activités se dérouleront du 18 juillet au 28 août. Elles rassembleront les jeunes au niveau des cellules administratives afin de leur proposer des formations, des échanges sur l'éducation civique et patriotique, ainsi que des activités permettant de révéler leurs talents à travers différents sports et autres initiatives. Les jeunes se retrouveront au moins 3 fois par semaine et pourront également bénéficier de diverses opportunités qui leur seront offertes dans le cadre de ce programme. Il s'agit d'une excellente initiative alors. Nous encourageons vivement tous les jeunes à y participer car c'est aussi l'occasion de recevoir des messages importants destinés à leur développement personnel et à leur avenir. Parents, enseignants et institutions publiques s'accordent ainsi sur un même message. Les vacances ne sont pas seulement un temps de repos, mais aussi une période déterminante pour l'éducation, le développement personnel et l'épanouissement des jeunes. Un encadrement attentif aujourd'hui constitue un investissement essentiel pour former des citoyens responsables de demain. Le ministère des Finances et de la Planification économique a rassuré que les Rwandais n'ont aucune raison de s'inquiéter de l'augmentation des emprunts contractés par le Rwanda auprès des institutions financières internationales. Selon le ministère, ces financements servent à réaliser des projets structurants indispensables à l'atteinte des objectifs de développement du pays. Solange Oumouerelgoua nous en dit plus. Le Rwanda continue de recourir aux emprunts pour financer de grands projets de développement inscrits dans sa stratégie nationale. Pour les économistes dont Seth Kwizera, les ambitions de développement du pays ne peuvent être réalisées sans des investissements importants dans les infrastructures. Pour atteindre les objectifs de développement fixés dans la vision 2050, le Rwanda doit mobiliser des ressources financières importantes. Les recettes nationales à elles seules ne suffisent pas. Le recours à des financements extérieurs est donc nécessaire pour accélérer la réalisation des projets prioritaires. Obtenir un prêt est aussi un signe de confiance. Les bailleurs de fonds accordent ces financements parce qu'ils estiment que l'économie du pays est solide et capable d'en assurer le remboursement. Le Rwanda n'est d'ailleurs pas une exception. De nombreux pays parmi les pays développés affichent également un niveau d'endettement élevé. La différence, c'est qu'ils investissent ces ressources dans des projets productifs qui stimulent la croissance et accélèrent leur développement. Toutefois, un endettement peut devenir un fardeau lorsqu'il est adossé à des projets mal conçus ou mal évalués. C'est pourquoi les députés rwandais invitent le ministère des Finances et de la Planification économique à faire preuve de vigilance afin que le pays ne s'accumule pas une dette qui serait incapable de rembourser. Nous souhaitions que l'on nous présente les mesures envisagées pour réduire le niveau actuel de la dette. L'objectif est de prévenir tout risque de difficulté de remboursement et de garantir que le pays reste en mesure d'honorer ses engagements financiers. Il est également prévu que la ration atteigne 74,8% en 2027, 75,6% en 2028 et 75% en 2029. Même si ces prévisions indiquent une poursuite de la hausse de la dette, elles traduisent également une accélération des investissements, des projets de développement et de l'activité économique. En d'autres termes, la progression de l'endettement va de pair avec celle du développement et des projets structurants mis en œuvre dans le pays.
Le ministre des Finances et de la Planification économique, Youssouf Murangwa, explique pour sa part que près de 90% de la dette du Rwanda est investie dans des projets de développement. Il précise que la plupart de ces projets commencent à générer des revenus avant même le début de remboursement des prêts, conformément aux conditions prévues dans les accords de financement. Nous bénéficions de prêts particulièrement avantageux avec des taux d'intérêt pouvant descendre jusqu'à 0,1%. Il prévoit une période de grâce de 10 à 15 ans avant le début du remboursement, puis des échéances pouvant s'étaler sur 15 à 25 ans, soit une durée totale pouvant atteindre 40 ans. Bien utilisés, ces financements constituent un véritable levier de développement. Les investissements commencent à produire des retombées économiques plusieurs années avant le début du remboursement, ce qui les rend particulièrement favorables. Ils permettent également de soutenir des secteurs dont les bénéfices se mesurent à long terme, comme l'éducation. Ainsi, un enfant qui entre aujourd'hui à l'école primaire peut achever ses études, intégrer le marché du travail et contribuer à la croissance économique avant que le prêt ne commence à être remboursé. À mesure que ces diplômés rejoignent le monde du travail, les revenus augmentent, l'économie se renforce et le remboursement de la dette devient plus soutenable. C'est pourquoi nous considérons que les prêts contractés par le Rwanda soient des financements de très bonne qualité. Grâce à ce dynamique de sa croissance économique et aux politiques mises en place pour renforcer la résilience de son économie, le Rwanda figure parmi les pays considérés comme de bons payeurs par les bailleurs de fonds internationaux. Près de 700 habitants du secteur de Gahanga dans la ville de Kigali se sont rendus hier 1er juillet au mémorial du génocide de Lokumberi dans le district de Ngoma pour rendre hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. La cérémonie a débuté par un moment de recueillement en mémoire des victimes jetées dans le lac Muyesela où reposent encore de nombreuses dépouilles dont le nombre exact reste inconnu. Les participants ont ensuite déposé des gerbes de fleurs au mémorial de Lokumberi où sont inhumées plus de 45 000 victimes. Ils ont également suivi une présentation retraçant l'histoire du génocide dans cette région. À l'issue de la visite, les habitants ont réaffirmé leur engagement à préserver la mémoire du génocide, à transmettre l'histoire aux jeunes générations et à combattre toute forme de négationnisme et de banalisation du génocide perpétré contre les Tutsis. En signe de solidarité, ils ont enfin offert des vaches à des familles rescapées du génocide vivant dans des conditions de vulnérabilité. En district de Nyagatare, les habitants du secteur de Nyagatare se sont réjouis de la construction d'une route goudronnée d'un marché. Ils y voient un véritable signe de libération qui se traduit par des activités bénéfiques pour leur bien-être. Le récit de Patrick Nyelitandi. Mazimaka Joseph a combattu pour la libération du pays. Il est devenu handicapé de guerre et fut le premier à s'installer à Mirama. Il raconte qu'autrefois, il avait honte de vivre à Mirama car l'endroit était considéré comme une forêt. Aujourd'hui, il est heureux de voir la région transformée par les infrastructures, notamment une route asphaltée de 2,5 km. Cette route permettra aux habitants de transporter leur production vers les marchés de la ville de Nyagatare et des environs. La transformation est totale. Celui qui a visité ces lieux au début des années 2000 ne peut plus le reconnaître. Nous avons une belle ville, une route asphaltée avec éclairage public, de l'énergie électrique, de l'eau et un marché, ainsi qu'un dispensaire. À l'époque, quand on proposait à quelqu'un de vivre à Mirama,
Son refus était catégorique, car il était considéré comme un lieu de perdition. Aujourd'hui, il est difficile de trouver un espace libre. Nyodusenga Clementina, également habitante de Mirama, est une ancienne commerçante ambulante et fait partie de ceux qui se réjouissent de l'ouverture du marché moderne dans ce quartier. 112 commerçants l'utilisent aujourd'hui régulièrement. Avant, je faisais du commerce ambulant, en vendant à la sauvette, et aujourd'hui, nous avons un marché moderne. Mon activité consistait à l'époque à faire du commerce en amenant à pied ma marchandise vers Nyagatare, et c'était très épuisant. Et je ne savais même pas comment préparer de la nourriture pour mes enfants quand ils revenaient de l'école. Le maire par intérim du district de Nyagatare, Kauza Henry, qui a présenté ses projets d'infrastructure aux habitants, a déclaré qu'il constituait un pas vers l'éradication de la pauvreté pour les résidents de Nyagatare. Notre gouvernement consacre beaucoup de ressources dans la lutte contre la pauvreté, en développant les infrastructures, les services, le secteur éducatif, pour rendre réelle la libération du pays. Les 2 projets construits au cours de cet exercice budgétaire ont coûté 3 milliards de francs rwandais. L'enseignement professionnel et technique est non seulement un catalyseur de développement, mais il contribue également à améliorer l'emploi en offrant des services de qualité qui n'existaient pas auparavant lorsque la formation professionnelle reposait sur des compétences manuelles. Plus de précision avec Patrick Nilidandi. Dans différents quartiers de la ville de Rubavu, de nombreuses maisons sont en construction et un nombre important de travailleurs mettent en pratique les connaissances acquises dans divers établissements d'enseignement professionnel et technique, contrairement à ce qui se passait auparavant où les travailleurs de ces régions utilisaient des compétences manuelles. Sur le marché du travail actuel, les diplômés de l'enseignement professionnel et technique affirment avoir trouvé un environnement propice à leur épanouissement, tant en termes des connaissances supplémentaires acquises par rapport à leur formation scolaire que de développement personnel. Les utilisateurs de différents services ayant bénéficié d'un enseignement professionnel et technique se réjouissent de constater que les connaissances dispensées dans ces établissements ont transformé le monde du travail, que ce soit dans les bâtiments, la mécanique, la menuiserie, la couture et bien d'autres. Les établissements d'enseignement professionnel et technique jouent un rôle majeur dans le développement économique et le bien-être de la population. Ces écoles contribuent à réduire le chômage, à stimuler l'innovation, à accroître le nombre d'employés du secteur privé et à doter rapidement les jeunes des compétences nécessaires sur le marché du travail. En district de Rubavu, 13 écoles professionnelles et techniques accueillent désormais des élèves. L'Agence nationale pour la promotion de l'enseignement technique et professionnel prévoit 47% d'élèves qui suivront ces formations contre 31% en 2020. L'objectif est d'atteindre 60%. Actuellement, plus de 85 000 élèves sont inscrits dans des écoles professionnelles à travers le pays. L'autorité rwandaise de l'assainissement et de l'eau a annoncé la mise en place d'un nouveau système de distribution de l'eau dans 6 districts touchés par la baisse des ressources en eau. Cette mesure entrée en vigueur au début du mois de juillet sera suivie de près par les autorités locales avec l'appui des services de sécurité. Solange Mourelgoua nous en dit plus. En cette période de saison sèche, il n'est pas rare de voir dans certains quartiers de Kigali des habitants transporter des jerrycans à la recherche de points d'approvisionnement. Aux bornes et fontaines publiques, de longues files d'attente se forment. Des habitants patientent parfois plusieurs heures pour se procurer de l'eau. Ils expliquent que la baisse des ressources liée à la sécheresse rend l'approvisionnement de plus en plus difficile. Ils dénoncent également des inégalités dans la distribution de l'eau. La pénurie d'eau pendant la saison sèche devient particulièrement préoccupante car la demande augmente fortement alors que l'offre diminue.
Beaucoup de personnes peinent à s'approvisionner et dans certaines zones, les prix peuvent grimper jusqu'à 400 voire 500 francs rwandais. L'approvisionnement peut également se faire sur une période d'environ 2 semaines, après quoi le service est déplacé vers une autre zone, selon un système de rotation. L'autorité rwandaise de l'eau et de l'assainissement, WASAC, indique que le débit de plusieurs sources alimentant les usines de traitement a diminué en raison de la saison sèche. L'entreprise appelle les abonnés à faire un usage rationnel de l'eau et dans deux mesures du possible à constituer des réserves lorsque l'approvisionnement est disponible. Le responsable de la communication au sein du groupe WhatsApp, Robert Bimenyimana, a présenté les mesures exceptionnelles mises en place pour faire face à cette situation. Lorsque les ressources en eau diminuent, nous mettons en place une distribution alternée afin de garantir un approvisionnement équitable à tous nos abonnés. Le principe consiste à alimenter successivement chaque secteur pendant quelques jours jusqu'à ce que tous les ménages aient été servis avant de passer au secteur suivant. Dans notre communiqué, nous rappelons également aux gestionnaires de bornes fontaines publiques qu'ils doivent respecter les tarifs réglementaires. Certains profitent de la saison sèche pour augmenter les prix, mais des contrôles seront renforcés. Un bidon de 20 litres ne doit pas être vendu à plus de 20 francs rwandais. Ce dispositif de distribution alternée concerne les zones les plus touchées par la baisse des ressources en eau, notamment l'ensemble des districts de la ville de Kigali ainsi que les districts de Bugesera, Kamonyi et Rwamagana. Une pépinière a été inaugurée en début de semaine à Kigali afin d'encourager la plantation de différentes essences d'arbres dans la ville. Le ministère de l'Environnement a annoncé son soutien continu à la pépinière moderne de Kigali dans le but d'accroître la qualité et la quantité des jeunes plants. Les détails avec Patrick Nyelidandi. Dans le cadre du programme de plantation d'arbres et de conservation de l'environnement, One Anchor Fund, ministère de l'Environnement, l'Agence forestière du Rwanda et la ville de Kigali ont officiellement inauguré la pépinière moderne. Cette pépinière contribuera à renforcer la capacité de Kigali à faire face aux effets des changements climatiques. La directrice de One Anchor Fund au Rwanda, Belinda Biza, a indiqué que l'organisation travaille depuis un certain temps avec les agriculteurs pour les aider à mieux s'adapter aux effets des changements climatiques. Au cours des 10 dernières années, nous avons planté 145 millions d'arbres et accompagné plus de 2 millions d'agriculteurs. Face à l'expansion continue de nos activités, des multiplications et des distributions d'arbres, nous avons constaté la nécessité de les étendre à la ville de Kigali. Bien que nous intervenions principalement dans 27 districts ruraux, nous avons compris que Kigali avait également besoin de ces programmes, notamment à l'heure où le monde est confronté aux effets des changements climatiques et à l'irrégularité des saisons. L'objectif de ces centres est d'accroître la superficie plantée d'arbres dans la ville de Kigali. La ministre de l'Environnement, Dr Bernadette Araye, a déclaré que cette pépinière contribuera aussi à améliorer la qualité de la nourriture de la population et à renforcer sa capacité d'adaptation au changement climatique. Cette pépinière contribuera notamment à accroître la diversité des espèces d'arbres fruitiers, ce qui améliorera la nutrition, les conditions de vie de la population et permettra aux familles urbaines de mieux faire face aux effets des changements climatiques. Tout cela a été rendu possible grâce à un partenariat solide entre le ministère de l'Environnement, l'autorité forestière du Rwanda, la ville de Kigali et particulièrement le fonds One Anchor en Rwanda. Votre engagement et votre collaboration sont un signe encourageant. C'est en travaillant ensemble que le Rwanda peut atteindre ses objectifs de conservation et de restauration de l'environnement. Les jeunes plants sont répartis sur une superficie d'1,4 hectare et une pépinière devait produire jusqu'à 1 million de plants par an.
C'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.